Bonjour Corinne, déjà merci beaucoup pour ce temps que tu nous donnes pour répondre à cette interview. Moi, je suis vraiment contente de te donner la parole aujourd'hui parce que tu es quelqu'un qui a des valeurs que tu peux porter haut et fort. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce qui te tient aux tripes, justement? Alors, bonjour, donc je suis Corinne Albert, je suis la fondatrice de Mom to Mom, qui est une entreprise, un projet qui porte les valeurs de la parentalité au travail. Nous sommes les experts, les professionnels de la maternité, la paternité au travail. Voilà, alors pourquoi ce projet? Moi-même, j'ai une carrière dans les grands groupes pendant une trentaine d'années dans les domaines de l'industrie, de la chimie, de la beauté et du luxe. Et j'ai moi-même une vie en France et à l'étranger. J'ai 3 enfants qui sont grands aujourd'hui. Et tout ce parcours m'a amené à gérer ma carrière et la vie de maman, de parents, pendant les 25 années qui ont accompagné la vie de mes enfants. Et j'ai eu envie, depuis une quinzaine d'années, de m'intéresser plus particulièrement à la spécificité des parcours au féminin. Et je me suis impliquée dans Grandes Écoles au féminin, qui est un observatoire qui réunit plusieurs universités et grandes écoles sur la thématique des femmes au travail, en particulier pour l'accès des femmes au conseil d'administration, mais pas que. Ensuite, j'ai rejoint un réseau très international qui s'appelle PWN, Professional Women Network Paris, où je suis administratrice et où je m'occupe en particulier d'un think tank sur la parentalité au travail et d'ateliers pour faciliter les informations, la sensibilisation des jeunes femmes et des managers sur ce sujet-là. Voilà. Alors pourquoi ce sujet-là? Parce que encore aujourd'hui, la maternité reste le frein majeur de la carrière des femmes. Aujourd'hui, en 2020, ça reste le sujet majeur qui freine, qui ralentit, qui raplatit volontairement ou involontairement le parcours professionnel des femmes et qui aussi limite les augmentations de salaire, les promotions. Et je me suis dit, il faut s'attaquer à ce sujet-là et voir quelles solutions on peut apporter aux entreprises, aux employeurs, aux managers, aux DRH. Et de l'autre côté, quelles bonnes idées, quelles bonnes pratiques on pourrait donner aux futurs parents, les futures mamans, les futurs papas qui sont très impliqués aujourd'hui, pour que chacun soit outillé, que ce soit sur le plan du process psychologique en amont, que ce soit sur la méthodologie technique pendant, par exemple pour accompagner un remplacement si c'est nécessaire, et également voir comment on peut encourager au retour, à ce que le retour se passe bien pour que les jeunes femmes aient envie d'abord d'avoir d'autres enfants et ensuite de poursuivre leur carrière avec succès. Voilà. Donc les questions qui se posent, elles ne sont pas mineures. Aujourd'hui en France, nous sommes 67 millions d'habitants et nous avons 750 000 naissances par an. 750 000 naissances par an, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui aussi 70% des femmes qui travaillent à plein temps, ce qui représente plus de 500 000 femmes qui, chaque année, prennent un congé maternité. Et donc 500 000 pères ou conjoints ou partenaires, la plupart du temps, qui eux-mêmes vont prendre un temps sur leur vie professionnelle pour accueillir et accompagner cette naissance. Donc on parle d'un sujet majeur qui touche les jeunes générations. Et toute l'idée, c'est de faciliter la confiance entre l'employeur et les jeunes salariés. L'employeur, qu'est-ce qu'il veut? C'est fidéliser ses équipes. Et la jeune femme qui va attendre un bébé ou le futur papa, ce qu'ils veulent, c'est avoir des conditions de travail qui leur permettent de se déployer tout en ayant cet équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Alors, il y a des techniques et des moyens pour le faire. Et moi, mon idée, c'est d'apporter ces outils et ces techniques. D'abord en sensibilisant et ensuite en apportant des solutions digitales ou manuelles ou physiques ou, je dirais, virtuelles
pour former, informer et mettre en place des process simples, de bon sens, pour qu'il y ait une harmonie et qu'il y ait de la confiance entre les parties. Waouh! Vraiment merci parce que je savais que ton projet était, enfin voilà, juste, extraordinaire et en plus, pour connaître aussi, certaines choses de ta vie, je sais que tu le portes vraiment. C'est beau aussi, tu nous parlais de ce côté, de travailler aussi justement sur outre le côté pratique finalement de savoir comment on est remplacé, comment on va retrouver son emploi, etc. Il y a vraiment toute cette dimension aussi de prise de conscience parce que tu nous disais qu'il y avait, enfin tu me parlais de ça précédemment quand on est plus jeune, on n'a pas forcément conscience de tout ce qui va se passer quand on va avancer dans l'âge. Et puis une fois qu'on commence à être lancé, ben, c'est là où on se rend compte des fois de choses qu'on n'a pas anticipées et qui peuvent être problématiques. Alors oui, en particulier la notion de fertilité et de fécondité. En fait, une jeune femme peut avoir des enfants à partir de 12-13 ans jusqu'à la ménopause, 52-53 en moyenne. La seule chose, c'est que la fertilité, son taux de fertilité chute drastiquement à partir de 35 ans de manière très visible, de 45% entre 35 ans et 42 ans, où il lui reste 2% de taux de fertilité. Et les jeunes femmes n'y prêtent pas attention. On observe aujourd'hui que l'âge moyen de la première grossesse est autour de 31 ans en France, toutes femmes confondues. Quand les jeunes femmes ont fait des études supérieures, bac+4, bac+5, souvent l'âge de la maternité retarde d'autant, de 4 ou 5 ans, donc on arrive vers 35-36 ans en moyenne. Bien sûr, au préalable, il faut avoir trouvé le conjoint, le partenaire qui veut vivre cette magnifique aventure de la parentalité avec vous. C'est logique. Donc cet âge moyen de la première naissance se décale tout doucement vers un âge plus avancé dans la vie. Certaines jeunes femmes ont peur d'annoncer une grossesse ou ont peur de rater une promotion et retardent sans vraiment réaliser que ensuite la probabilité de chance qu'elle ait un enfant naturellement, sans faire une fécondation in vitro, eh bien, elle est d'autant plus importante d'avoir un enfant prématuré ou tout simplement aussi un conjoint qui lui aussi fait partie d'une génération où les messieurs ont perdu 30% de leur fertilité. Donc il faut tenir compte quand même du fait que notre corps, on ne le contrôle pas complètement et qu'on doit en prendre soin et qu'on ne doit pas rater non plus la bonne fenêtre de tir pour avoir un enfant, si on veut construire une famille, bien sûr. Voilà, donc ce qui est important aussi, c'est que mon projet, il a une dimension sociale, de responsabilité sociale. Mon idée est aussi de faciliter la possibilité de créer de l'emploi via des missions d'accompagnement des arrêts parentalité, arrêt maternité, arrêt paternité, arrêt parentalité, par des personnes qui chercheraient à faire des missions de remplacement temporaires, bien encadrées, avec une charte de bonne conduite pour que la personne qui vient faire cette mission soit vraiment là pour accompagner et non pas prendre la place, piquer la place de celui qui est absent, mais au contraire de bien le rencontrer avant, prendre en main ses dossiers et bien les lui remettre et lui retransmettre à son retour. Et donc, il y a un marché de l'emploi pour des personnes qui se sont ou éloignées de l'emploi ou temporairement écartées de l'emploi volontairement pour élever ces enfants ou tout simplement qui ont atteint un âge certain et ont perdu leur emploi et cherchent à travailler car elles n'ont pas toutes leurs annuités pour prendre leur retraite tout de suite. Donc il y a vraiment toute une palette de femmes, de mères, d'hommes, de pères qui pourraient très certainement combler ces temps de travail qui sont des périodes obligatoires de cessation d'activité pour les femmes et qui donc permettraient à d'autres de faire des missions de remplacement de 4 mois, de 6 mois ou un an en fonction de la durée choisie par le futur parent qui va devoir temporairement faire un arrêt parentalité. Moi, j'aime bien parler d'arrêt maternité, d'arrêt paternité plutôt que de congé.
car les jeunes parents savent très bien qu'on n'est pas en vacances dans cette période-là, que votre corps en a pris un coup pour les mamans, que les nuits sont courtes pour les papas et les mamans, et qu'un bébé, c'est une grande découverte et que ça chamboule la vie. Il faut savoir que la naissance d'un enfant est le plus grand changement vécu par une femme dans sa carrière, plus qu'un changement d'emploi, plus que le changement d'emploi de son conjoint. L'arrivée d'un enfant dans la vie d'une femme, c'est le plus grand changement dans sa carrière. Et donc, il faut faire en sorte que ça se passe bien, car aujourd'hui, le taux de renouvellement de la population en France est d'environ 1,9 enfants par femme. On est encore un des pays où l'environnement est favorable, mais malgré tout, on a un taux de reproduction qui tout doucement diminue et nous devons faire attention à ne pas décourager nos jeunes parents par rapport à la natalité. C'est important pour eux, c'est important pour la nation et c'est un pays important pour l'exemplarité dans le monde. Donc on a une carte à jouer là et la France est en tête en Occident. On donne l'exemple, on est des bons élèves, mais il faut que derrière, que ce soit l'État, que ce soit les employeurs ou que ce soit les petites entreprises qui ont d'autres contraintes, qui sont moins structurées au niveau des RH, puissent travailler en collaboration. Et moi, je suis pour qu'il y ait vraiment une sensibilisation des jeunes femmes pour qu'elles comprennent que l'entreprise n'est pas seule responsable de leur maternité au travail, qu'elles doivent être impliquées et proactives. C'est à elles d'annoncer suffisamment tôt qu'elles sont enceintes sans avoir peur, parce que c'est une bonne nouvelle. C'est à elles de sensibiliser leur employeur en cours de maternité de leur projet. Vont-elles rester dans l'entreprise? Veulent-elles revenir au même poste? Veulent-elles partir vivre en province ou à l'étranger en fonction de la vie du conjoint, s'il y a un conjoint qui a un autre projet professionnel également? Dire la vérité, parler en confiance, élaborer, préparer, prévoir. Faut-il la faire remplacer? Et si oui, y a-t-il quelqu'un en interne qui peut la remplacer au lieu de disperser le travail sur l'équipe qui va être surchargée, qui ne va pas être augmentée, qui n'aura pas de prime, mais quand elle va revenir, on va lui faire la grimace. Et puis les bons dossiers, elle ne va pas les récupérer. Et donc tout d'un coup, tout naturellement, elle va être mise de côté. Non pas que ce soit voulu, mais que c'est humain, c'est normal. Donc l'idée, c'est de bien prévoir le besoin de remplacement si tel est le besoin, comment trouver quelqu'un qui puisse faire cette mission d'accompagnement pendant cet arrêt maternité ou pour les messieurs cet arrêt paternité, car certaines sociétés au général ont déjà donné pour certaines entreprises en France 14 semaines de congé paternité aux messieurs, mais qui sont non obligatoires, à la différence des femmes, pour qui les 16 semaines sont obligatoires au minimum pour le premier ou le deuxième enfant. À partir du troisième, c'est un petit peu plus long. Donc l'idée, c'est que les jeunes femmes soient proactives, anticipent, préparent, sensibilisent et soient claires dans leur projet, sachant que le projet peut évoluer et c'est pas grave, on peut clarifier, se revoir, en reparler, mais essayer d'être transparent. Et de l'autre côté, que l'employeur donne la capacité à sa collaboratrice ou son collaborateur d'être transparent, lui donne des temps d'écoute, des solutions, lui apporte, je dirais, une possibilité d'étudier le projet en amont. Et pour la notion de remplacement, anticiper ensemble, à voir si quelqu'un dans l'entreprise est disponible pour venir faire cette mission. Et sinon, comment chercher à l'extérieur suffisamment en amont pour que la jeune femme puisse tranquillement participer à la sélection de cette personne, la former, lui transmettre ses dossiers en toute confiance, prenne des nouvelles de manière informelle tout au long de sa maternité et au retour puisse retrouver ses dossiers, son bureau, son travail, peut-être avoir une prime de maternité ou de paternité pour le papa, pour encourager et féliciter ses collaborateurs d'avoir vraiment une bonne nouvelle à annoncer et ainsi pouvoir permettre à cette personne de se déployer dans l'entreprise. Ce qui va amener à l'employeur vraiment une réputation et une très forte attractivité pour les jeunes talents, ce qui va donner à la jeune mère ou au jeune père du courage, de la confiance et aussi de l'ambition pour son entreprise et pour lui-même.
et ce qui permettra bien sûr à la famille de se déployer dans de bonnes conditions d'équilibre personnel et professionnel. Top. Du coup, tu nous as parlé, beaucoup de, justement des parents et c'est chouette et peut-être est-ce que tu pourrais, nous parler aussi un petit peu des différents tu as parlé des chefs d'entreprise, mais est-ce qu'il y a vraiment des profils de gens à qui tu t'adresses un peu plus? Quelles sont les choses que tu observes? Alors, on a, pour moi aujourd'hui, plusieurs, publics à adresser. Le premier public, effectivement, ce sont les collaboratrices et collaborateurs qui ont un projet de parentalité, les futures mamans ou les jeunes femmes enceintes et leurs conjoints. L'autre public auquel je souhaite m'adresser, puisqu'on parle du monde professionnel, dans lequel moi j'ai exercé des professions de management et de direction générale sur de grosses équipes, toute l'idée est de sensibiliser, informer, former les managers, les dirigeants euh, au nouveau modèle de la famille d'aujourd'hui, pour que ceux-ci ne plaquent pas leur propre schéma familial sur leurs collaboratrices ou leurs collaborateurs. Chacun a une histoire bien particulière. Aujourd'hui, on a des familles qui sont structurées de manière extrêmement diverse. Certaines femmes sont celles qui portent le foyer sur le plan économique. D'autres ont choisi d'accompagner la naissance d'un enfant toute seule et d'autres peuvent vivre un veuvage ou un divorce un peu prématuré. Donc, il faut pas plaquer son modèle sur celui de ses collaborateurs et collaboratrices. Par contre, tout manager doit savoir encadrer, accompagner, organiser, structurer le travail de son équipe. Et c'est son rôle d'anticiper et de faire en sorte que la répartition du travail soit bien faite avant pour que le pendant se passe bien et que le retour, eh bien, la boîte reste performante, que son chiffre au niveau de son équipe soit tout à fait aligné et que tout le monde puisse avoir son bonus en fin d'année et, si possible, une promotion et une augmentation. Donc, premier public, les managers, les dirigeants, les patrons de PME, les patrons de petites entreprises, les professions libérales, eux aussi, ils ont besoin de se structurer et de s'organiser, car c'est un vrai souci, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les avocats, que ce soit pour les architectes, toutes les professions libérales, paramédicales, il y a un vrai besoin d'anticiper, de s'organiser, de trouver des sources et des moyens de se faire remplacer et de bien anticiper. Et mon deuxième public, je l'ai cité, ce sont les parents, les futurs parents salariés, collaborateurs, collaboratrices. Et surtout, lorsqu'on parle d'un groupe plus structuré, une corporate, une entreprise qui a des filiales, qui a plus de 500 personnes et qui donc dispose d'une direction des ressources humaines avec une dimension sociale, eh bien, c'est bien sûr parler aux équipes et former les équipes. Toutes les équipes RH qui vont être, je dirais, en relation avec les jeunes femmes et les jeunes messieurs et voir comment elles peuvent apporter des supports, du soutien, de l'écoute. Parfois, ce sont de très jeunes femmes qui ne sont pas du tout encore confrontées à cette question de la parentalité. Parfois, ce sont d'autres personnes qui ont une expérience d'entreprise et qui auront tendance à plaquer leur schéma sur la vie de la personne qu'ils ont en face d'eux. Donc, comment se détacher pour co-construire ensemble, pour s'impliquer et impliquer surtout la jeune femme qui est concernée. Il ne faut pas avoir peur pour l'employeur de s'impliquer et de vraiment avoir un échange à vraiment bâton rompu. Moi, je suggère souvent un premier rendez-vous au moment de l'annonce de la maternité, un deuxième rendez-vous, ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être court, vers 6-7 mois, et enfin, bien préparer le dernier entretien avant le départ, vers le 8e mois, pour voir si les choses ont évolué, si la santé est bonne, si le projet de vie est adapté au projet du travail et de l'emploi, pour qu'au retour, les choses soient faites le mieux possible. Voilà, donc on a plusieurs publics et également, je parlerai aussi des services publics. Je parlerai non seulement du secteur privé, mais de tout le secteur public qui est concerné. Mon approche, elle s'adapte à toutes les femmes et tous les hommes.
je dirais que ce soit des collaborateurs qui travaillent dans les usines, que ce soit des cadres intermédiaires, que ce soit des cadres supérieurs. La problématique de la parentalité, finalement, sur ce plan-là, on est à égalité. L'entreprise ne doit pas materner son collaborateur, mais doit lui donner des armes, des outils et surtout collaborer avec lui, parce que chaque écosystème est très personnel, chaque entreprise a sa politique et doit avoir une réponse adaptée à la personne. Voilà, donc l'idée c'est anticiper, faire ensemble, créer de la confiance et pas de la méfiance, donner du courage à nos jeunes générations, permettre aux plus anciens ou aux plus expérimentés de trouver aussi une manière de s'exprimer en venant accompagner et faire des missions d'accompagnement pendant ces arrêts parentalité. Et de là à avoir, je dirais, une meilleure qualité de vie au travail et donc, au bout du compte, une bonne productivité pour l'entreprise. Donc c'est gagnant-gagnant et c'est aussi un projet qui porte haut et fort des valeurs que je défends, c'est l'égalité homme-femme au sein des entreprises, des corporations et de la société. Voilà. Merci beaucoup Corinne, c'était vraiment, déjà intéressant. Ça nous apprend beaucoup de choses. On se rend compte qu'il y a des vrais enjeux. Il y a des vraies choses à savoir aussi en amont et que ce soit du côté des parents, mais que ce soit aussi pour les employeurs, pour les dirigeants et peut-être des fois, lever des peurs, lever des craintes parce que tu parles beaucoup justement du dialogue et souvent il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas parce qu'on a des peurs, on reste sur des prérequis, alors que là, il y a aussi beaucoup de transparence et beaucoup de bienveillance. Donc, je te remercie vraiment pour ce partage aujourd'hui. Et puis, ben, justement, on va pouvoir donner toutes tes informations, toutes tes coordonnées pour les personnes qui veulent en savoir plus sur Mom to Mom ou te contacter directement. Donc, merci vraiment beaucoup. Et c'est un bon moment, ce temps de confinement, pour prendre le temps, tous ensemble, de s'intéresser à certains sujets qui sont si essentiels et que parfois on met un peu de côté parce qu'on est pressé. Et on pourrait tellement apporter de la valeur à son entreprise. Et ce n'est pas un projet idéaliste, il est concret, il est pragmatique. Et aujourd'hui, la famille rentre dans l'entreprise, tout comme le digital rentre dans la famille et les interactions entre les deux mondes avec la mixité qui se déploie de manière vaste. Les femmes font des études supérieures poussées, elles devraient avoir accès à des responsabilités élevées, elles se freinent, elles hésitent pour protéger leur famille, mais les messieurs aussi, aujourd'hui, ont envie de faire partie de l'aventure familiale, ils revendiquent leur place et sont prêts à accompagner leur compagne ou leur compagnon. Et le plus important, c'est que l'entreprise nouvelle, elle innove déjà. L'entreprise d'hier doit se transformer. Et celle qui donne l'exemple, bien sûr, ce sont les jeunes entreprises qui ont des employés tous très jeunes et qui découvrent la parentalité. Et d'ailleurs, on peut parler du Parental Act qui vient d'être lancé et qui a été lancé par des jeunes startups qui veulent favoriser la paternité, les congés paternité pour que les garçons puissent s'impliquer au même niveau que les filles dans l'éducation du premier âge de leurs enfants. Donc, c'est un très bon signe. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt.